Bienvenue à tous. Nous allons commencer ce webinaire sur les non-conformités courantes. Comme tous les webinaires que nous animons, vous pourrez retrouver prochainement le replay sur notre chaîne YouTube en accès libre et puis également le support de cette présentation sur notre site internet. Donc, nous allons voir les non-conformités récurrentes qui ont pu être observées en 2024. Alors, cette présentation, je suis la directrice d'ActiveCert. Je vais animer et co-animer cette présentation avec Pascal Vallès, Tu qui est m'entends chargé. encore? Oui, oui, parfaitement, Pascal, D'accord. c'est bon. C'était C'est bon, on marqué que t'entend. j'avais plus de micro. D'accord. Si, c'est bon. C'est parfait. Et donc, je vais animer cette présentation avec Pascal Vallès, qui est chargé de certification Calliope et qui donc s'occupe de la vérification des dossiers d'audit et de l'encadrement de nos auditeurs. Donc voilà, donc on va pouvoir faire un partage d'expérience de cette année, de façon à ce que vous puissiez également bien anticiper et bien préparer vos différents audits. On y va, Pascal, c'est bon? Ouais, peut-être cadrer la notion d'audit et non pas de conseil. On n'est pas aujourd'hui Oui. pour. Vas-y, je te laisse. Oui, si tu veux. Effectivement, donc on est organisme certificateur, donc on partage cette présentation et nos résultats de façon factuelle. Nous n'allons pas vous dire comment traiter chacun des indicateurs, mais plutôt vous faire un état des non-conformités du coup qui ont été constatées en audit, de façon à ce que vous puissiez bien vous préparer. Nous ne ferons pas de conseils, voilà, comme toutes les activités de certification. Tu voulais rajouter quelque chose, Pascal? Non, peut-être préciser que sans faire de conseil, on sera très factuel aussi sur certains éléments du référentiel. Mmh. Peut-être un peu de pédagogie par rapport au référentiel et à certains éléments qui sont pas toujours bien observés par les uns ou les autres. OK. On va y aller comme ça, on vous montrera ce que ça donne. Alors, on va commencer par un panorama des non-conformités. Alors, on a fait une représentation graphique quand même pour voir les 4 catégories d'actions, puisque vous savez que la certification couvre 4 catégories, 4 périmètres qui sont actions de formation, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience et les CFA. Donc, on a représenté sur ce diagramme la proportion des audits par catégorie, puisque après on va parler des non-conformités en général. Dans nos interventions, on a 86% qui sont des organismes qui dispensent des actions de formation, un petit peu moins donc sur les bilans de compétences, 9%, et une petite part vraiment pour la validation des acquis et les CFA. Ces proportions sont représentatives aussi du monde, enfin du panorama des prestataires qui concourent au développement des compétences. Donc voilà, ça vous donne comme une représentation du volume par rapport aux différentes activités que vous dispensez. Pascal, tu veux ajouter quelque Ouais, non, chose? c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est représentatif des organismes de formation de manière générale en France. Et là, ce sont les proportions actives, certes, mais que vous retrouverez un petit peu partout. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est le premier panorama, donc en fonction de votre périmètre actuel. Nous, on va faire un retour d'expérience sur les non-conformités dans leur globalité, donc applicables à tous les périmètres. Donc vous pourrez juger en fonction de vos activités. Je vais te laisser le commenter Ouais. celui-là, Pascal, le graphique que tu nous as sorti de nos données. Alors, ce qui nous a un peu amené à faire ce webinaire, c'est qu'il y a une proportion quand même très importante. On a plus de 40% des non-conformités qui sont liées à 3 indicateurs en particulier, avec une forte proportion puisqu'on a quasiment un peu plus d'une non-conformité sur 5 qui est due au fameux indicateur 30. Alors, on parle chiffres, on ira dans le détail tout à l'heure, parce que l'indicateur 30, ça ne parle peut-être pas aux uns et aux autres. L'indicateur 30, c'est celui où on parle de satisfaction. Mmh. On rentrera dans le détail sur les raisons qui font qu'il y a des non-conformités sur cet indicateur, mais c'est vraiment celui qui est de manière la plus importante impacté par les non-conformités. On retrouve derrière l'indicateur 1. Alors, si vous vous souvenez, l'indicateur 1, c'est le premier et c'est lui qui parle d'information du public. Et l'indicateur 2, lui, vous demande d'afficher des résultats. Et celui-là aussi, on a quelques difficultés. Pour le reste, c'est à peu près, voilà, il n'y a pas vraiment de non-conformité qui sort
sort du lot, à part alors oui, j'ai voulu, mettre en avant quand même l'indicateur 4 où on parle analyse des besoins, parce qu'il vient juste derrière et lui, il impacte directement la qualité de la prestation, puisque c'est non-conformité majeure et même pas mineure. Voilà, j'avais aussi mis en avant les, 3 indicateurs CFA qui apparaissent en bleu, puisque cela ne concerne que le CFA, heu et pas les autres catégories. Oui, Donc ça comme on représente un disait peu tout moins de 5 ouais. ouais, c'est pas très significatif. Les 3-4 les plus significatifs, c'est ceux-là qu'on voulait mettre en avant. Donc voilà, c'est principalement sur cela qu'on va vous faire, ce retour d'expérience aujourd'hui. Alors, je continue, Oui, oui, Marie? oui, vas-y, De je manière compléterai. générale, j'ai voulu revenir sur on a voulu revenir sur la lecture du référentiel. Je ne sais pas si vous êtes familier du référentiel, mais la première chose, c'est de bien le prendre en compte et de voir comment lire chaque page, chaque critère et chaque indicateur. D'abord, quand on parle de critères, c'est ce qui apparaît, en haut là, un critère correspond à plusieurs indicateurs. Un critère, c'est une famille. Alors si on prend le critère 1, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est la famille information. Dans le critère 1, on a l'indicateur 1, 2 et 3 et ces 3 indicateurs, c'est l'information du public. Donc le critère 1, c'est l'information du public, ça c'est la première chose que vous avez dans les fiches descriptives du référentiel et puis vous avez ensuite le nom de l'indicateur. Là, en l'occurrence, c'est le 1 et on précise qu'il est commun. C'est-à-dire que lui concernera toutes les catégories d'actions. Donc ça, cet indicateur 1, là, en l'occurrence, il va décrire précisément l'objectif à atteindre et ce qui est attendu dans, c'est l'exigence, en fait. Ensuite, vous voyez à droite le niveau attendu. Alors celui-là apparaît pas comme une exigence au sens strict, mais le niveau attendu, ça vous donne des précisions complémentaires sur, la manière dont les choses seront auditées. C'est-à-dire que l'indicateur, les exigences sont définies. Maintenant, on vous précise le niveau attendu. En bas à gauche, vous avez des exemples de preuves. Là, c'est pour vous. Calliope ne dit pas comment travailler, donc vous pouvez prendre ces exemples comme étant des preuves pour vous ou pas. Et puis, vous voyez un point en bas à droite qu'on appelle obligations spécifiques. Les obligations spécifiques sont souvent par catégorie. Là, vous voyez VAE en dessous. Et les obligations spécifiques, ce sont des exigences au même titre que l'indicateur en lui-même. Mmh. Dans dans la dernière version du guide de lecture, la version 9, beaucoup d'obligations spécifiques ont été rajoutées aux Ouais. indicateurs. Donc on vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore passé d'audit, de façon récente, à quand même bien reprendre, le guide de lecture. Si vous n'êtes pas concerné, par exemple, par la sous-traitance, vous pouvez penser, assez simplement que, du coup, vous n'êtes pas impacté par, la dernière version de ce guide. Néanmoins, des obligations spécifiques ont été rajoutées sur, les formations certifiantes. Donc on vous invite vraiment à vérifier, et des nuances ont été apportées aussi, on parlait du recueil des données sur l'indicateur 30, il y a des précisions Ouais. qui ont été ajoutées, dans les différents indicateurs. Donc même si cette première planche, qu'on vous présente aujourd'hui semble assez simple, surtout quand vous avez déjà fait un cycle de certification, on vous invite quand même à reprendre le temps, de vérifier les différents éléments puisque les fiches, indicateur par indicateur sont de plus en plus fournies. Et comme le disait Pascal, il y a, l'exigence, hein, qui est dans l'indicateur, mais le niveau attendu est également vérifié. Si on prend juste cet exemple, hein, sur l'indicateur 1, information, accessible, exhaustive, et cette information doit être tenue à jour. Voilà, on doit avoir des éléments de preuve sur le niveau attendu également. Donc il ne faut pas se limiter simplement à l'encart bleu, puisqu'il y a des choses qui peuvent vous concerner si vous êtes nouvel entrant, si, vous avez telle ou telle, catégorie ou spécificité. Donc prenez le temps de bien, tout reprendre fiche par fiche. Puisque les nouvelles versions des guides ne font pas apparaître de façon claire, et par exemple surlignée ou avec un trait dans la marge, les différentes modifications qui ont été Mmh. faites.
Donc Pascal, après on passe sur la planche suivante. Celle-ci, Alors c'était bon? après, Ouais. effectivement, on passe sur la planche suivante et l'idée, c'était de détailler les 3 non-conformités qui sont les plus fréquentes chez nous et de, souligner les points importants du référentiel qui font qu'il y a non-conformité. Alors, j'ai été obligée de découper en 2 la page parce qu'elle passait pas où vous n'aurez rien vu. Ça explique qu'elle soit en 2 parties. Hem Alors, dans l'indicateur 30, on a des non-conformités diverses et variées. On a des non-conformités qui tiennent à une mauvaise lecture de l'exigence. Si je reprends l'exigence de l'indicateur 30, on précise bien que le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes et liste les parties prenantes, les bénéficiaires, les financeurs, les équipes pédagogiques et les entreprises. C'est pas au choix. C'est-à-dire que c'est obligatoire, alors sauf explication particulière, mais vous ne pouvez pas choisir de répondre ou pas en fonction de votre actualité. Et dans le niveau attendu, vous voyez qu'on demande de démontrer la sollicitation des appréciations à une fréquence pertinente avec des dispositifs de relance et libre expression. Alors, on a beaucoup de non-conformité sur le fait que le process n'est pas clair quant aux moyens de relancer les uns ou les autres. Mmh. Je peux vous donner un exemple concret Mmh. que j'ai constaté en audit, sur un audit récent que j'ai mené. Il y avait bien des recueils des appréciations des bénéficiaires. Une trentaine de recueils avaient été obtenus, mais en regardant le volume des formations, enfin le nombre de bénéficiaires Mmh. qui avaient pu bénéficier, enfin qui avaient pu avoir les prestations de l'organisme, il y avait un peu plus de 300 personnes, 300 bénéficiaires et il y avait 30 retours. Donc, en fait, on se rend compte, avec ces éléments-là que, alors déjà, il n'y avait pas de relance, mais même la façon, la sollicitation qui avait été mise en place n'était pas pertinente. Elle n'était pas pertinente au regard, en fait, enfin, des dispositions. Ça ne permettait pas une collecte, en fait, de données qui permettaient à une exploitation derrière, cohérente avec les différents éléments. Donc, vous voyez, sur le niveau attendu, oui, effectivement, on avait bien un recueil. Par contre, le niveau attendu vous demande quand même de démontrer ces sollicitations de façon pertinente, voilà, et enfin de façon pertinente, avec une fréquence pertinente, et d'avoir les relances. On peut aussi avoir des éléments où, quand il y a des demandes d'appréciation, il n'y a pas de libre expression. Donc ça peut aussi donner lieu à une non-conformité. Ouais, c'est vrai que ça arrive assez souvent. Le deuxième, le 2e écart, il est souvent lié aux financeurs. Mmh. Alors avec, vous relirez bien le référentiel sur l'indicateur 30 pour les financeurs. Il vous donne des exemples nouveaux quant à la manière dont vous pouvez, témoigner d'avoir pris en compte le recueil des financeurs. Alors si vous regardez bien dans les exemples de preuves, vous trouverez des échanges avec le financeur, vous trouverez des webinaires, vous trouverez tout un tas d'autres, exemples pour prendre en compte la satisfaction du financeur. Alors souvent les financeurs, Ouais. oui, vas-y. Non, non, vas-y Pascal. Certains financeurs ne répondent pas. Globalement, les financeurs répondent pas toujours, on est bien d'accord. Pour autant, vous avez la possibilité, ben maintenant le référentiel le dit assez clairement, la possibilité d'avoir des webinaires d'échange sur leur niveau d'exigence, de les rencontrer à d'autres moments pour pouvoir échanger avec eux et prendre en compte leur satisfaction. Mmh. Alors un point peut-être, on a de manière assez claire le head-off et la caisse des dépôts qui ne répondent pas au questionnaire. Et Calliope n'a pas demandé de faire les questionnaires, mais la Caisse des dépôts ne répond pas aux questionnaires. Par contre, prenez en compte, dans ce cas-là, il peut y avoir de la prise en compte des notes des stagiaires ou autre chose. De la même manière, pour Pôle emploi, je crois qu'ils ont aussi officiellement dit qu'ils ne répondraient pas. Pour autant, vous pouvez prendre en compte la satisfaction des stagiaires, effectivement. Cet élément-là, ce note à mener a été rajouté dans la dernière version du guide de lecture.
puisque justement, on savait qu'il était compliqué d'avoir un retour des financeurs. Donc voilà, utilisez aussi tous les moyens qui sont à votre disposition pour répondre à cet indicateur. Peut-être un petit point sur la sous-traitance, Pascal? Ouais, alors peut-être juste repréciser, vous voyez, j'ai mis en jaune le nota bene, Oui. qui donne effectivement beaucoup de précision aussi. Ça éclaire un petit peu les choses et obligation spécifique, si vous faites du bilan de compétences, regardez ce qui est nouveau. Et je te laisse oui, pour la sous-traitance, je te laisse, le Bah, préciser. oui, de toute manière, sous la sous-traitance, un certain nombre d'encarts ont été rajoutés. Là, on voit vraiment une spécificité puisque effectivement un sous-traitant n'a pas forcément accès, quand, un prestataire intervient en sous-traitance, il n'a pas forcément accès à toutes les données. Donc là, le référentiel a précisé que, les éléments qui sont attendus d'un organisme faisant de la sous-traitance, c'est le recueil de la prestation des bénéficiaires et du donneur d'ordre. Bien évidemment, la prestation des bénéficiaires peut être faite conjointement, enfin, soit par le sous-traitant en direct, soit par le donneur d'ordre. Mais en tout cas, il doit avoir ces éléments-là et pouvoir les exploiter derrière. Je ne sais pas si Pascal, tu voulais ajouter quelque chose à ce sujet? Non, je pense que, peut-être si rajouter, quand on parle de financeurs, c'est les financeurs directs. Oui, C'est-à-dire que si, une entreprise est elle-même financée, vous n'êtes pas financé directement par son financeur. oui. Bah, oui, il faut que vous ayez une demande en direct. Je vous propose qu'on passe, à l'indicateur 2. Alors maintenant, le principe, il est connu, hein. L'indicateur 2, on a, l'exigence et puis on a un niveau attendu. Regardez bien le niveau attendu. C'est donner une information chiffrée. Donc c'est des chiffres qui sont attendus, qui permettent de suivre les résultats de la prestation, regard des objectifs. Alors, oui, on a des obligations spécifiques là sur le CFA et puis une particularité sur les nouveaux entrants. Qu'est-ce qu'on a comme non-conformité dans cet indicateur? On a beaucoup, des données chiffrées, «non prouvables» entre guillemets, c'est-à-dire assez approximatives, soit, on ne sait enfin voilà, c'est des chiffres qui sont On bien n'a mis, pas mais voilà, on n'a pas de on ne peut méthode pas de suivre les calcul. résultats. Exactement. Ouais, On ne qui sait peut pas forcément où sont collectées les données et comment les résultats ont été collectés. voilà. Donc oui, il Heu, faut ouais. préciser comment, dans le détail, comment c'est calculé et à quoi correspondent les chiffres. On peut avoir aussi effectivement, des indicateurs, qui sont partagés avec des smileys ou ces choses-là. Effectivement, on ne peut pas exploiter ces données-là, ce ne sont pas des informations chiffrées. Bon, pour les CFA, effectivement, c'est cadré, hein, c'est le code du travail, voilà, qui C'est très cadre, précis. Mmh. voilà, et insère jeune, voilà, sur lequel, voilà, on peut retrouver les différentes données, donc c'est vraiment assez clair pour le CFA. La petite nuance sur les nouveaux entrants. Bien évidemment, quand on est nouvel entrant, ça veut dire qu'on vient de commencer ses prestations, donc les données ne peuvent pas avoir été encore collectées. Donc l'objectif des nouveaux entrants, c'est, d'identifier quels sont les indicateurs pertinents qui vont être collectés et de mettre en place, les différentes dispositions qui permettra, de les collecter et de les exploiter. Les différents résultats et leur diffusion seront vérifiés au moment de l'audit de surveillance. Alors déjà sur cette partie-là, Pascal, est-ce que tu veux rajouter des choses? Non, pas je pense que c'est OK pour moi. Ouais, et la petite note supplémentaire sur Ah la oui, sur la sous-traitance, sous-traitance. voilà, en disant que, quand l'organisme intervient en sous-traitance, il n'a pas accès, aux différentes données, donc en tout cas, il n'a pas à diffuser, d'éléments, hem, enfin sur ces indicateurs. La diffusion des indicateurs doit être réalisée par le donneur d'ordre. Une distinction doit être faite, en tant qu'organisme quand vous avez les 2 casquettes, un travail en direct avec des bénéficiaires et un travail en tant que, sous-traitant. Mmh. Les indicateurs que vous aurez à communiquer seront les indicateurs, qui sont liés à vos activités en propre. Donc bien évidemment, on regardera cette partie-là, et pour la prestation échantillonnée sur de la sous-traitance, ça ne sera pas applicable.
Je passe à la diapo suivante, Ouais. Pascal. Oui, oui. L'indicateur 1. Alors, l'indicateur 1, voilà, vous demande en niveau attendu, qui est une information, c'est ce que tu avais un petit peu détaillé tout à l'heure, accessible, exhaustive de la prestation. C'est là qu'on a souvent des écarts sur l'exhaustivité des informations. Alors, je prends un exemple concret. On a de temps en temps des gens qui ne reçoivent pas de personnes en situation de handicap, qui considèrent que cet indicateur, cette mention n'a pas à apparaître dans l'information qu'ils transmettent au public. On a des écarts sur un délai d'accès qui n'est pas clairement identifié. On a des écarts sur les prérequis qui ne sont pas toujours mentionnés. Voilà, c'est assez divers et varié. C'est vrai que cet indicateur d'information est très exigeant sur le détail des informations qui doivent apparaître dans les communications avec les bénéficiaires et le public. Et ça donne lieu à des non-conformités. Tu voulais Et rajouter? attention, ouais, et attention, cet indicateur, alors c'est le 1, donc ça pourrait paraître logique, mais c'est bien des informations accessibles au public. Ouais, Qui dit public, dit personne qui n'a pas encore passé de contrat ou pas de demande de convention. C'est un niveau d'information, on va dire, général, mais suffisamment précis pour que, un futur bénéficiaire puisse, comparer différents types de prestations et un niveau d'information équivalent, à sa disposition. Donc voilà, attention, c'est bien, ouais. on est bien au tout premier indicateur, c'est l'information du public. Et alors, petite mention, regardez les obligations spécifiques tout en bas pour les formations certifiantes. Dans ce dernier référentiel, on a créé une certaine ambiguïté sur ce qu'on appelait formation certifiante initialement, qui était que les formations RNCP. Et là, vous voyez qu'on rajoute le RS. Alors, c'est pour 2 ou 3 indicateurs, c'est pas pour tout le référentiel. Mais là, il est bien demandé pour, si vous avez des partenariats avec des organismes certificateurs pour des certifications au répertoire spécifique, vous êtes conservé. Et c'est vrai que dernièrement, on a eu plusieurs écarts aussi sur ce sujet. Oui, puis c'est une des dernières informations, Ouais. du guide de lecture aussi. Ouais. Donc le libellé exact, le code, le nom du certificateur et la date d'enregistrement. Ces informations en tant qu'organisme vous sont accessibles, et elles doivent être accessibles, aux futurs bénéficiaires pour qu'ils puissent aussi vérifier les données, même si les bénéficiaires sont pas tous sensibilisés, à cette information, mais comme ça, on peut retrouver, et faire le lien avec la formation certifiante. Les obligations spécifiques VAE et bilan de compétences étaient déjà dans le guide Ouais. précédent. Et puis même mention pour la sous-traitance, en fait, comme Oui, c'est un indicateur d'information, quand vous êtes en sous-traitance, vous n'avez pas accès, vous n'avez pas à communiquer sur tous ces éléments. oui, puisque vous arrivez plus tard dans le process, Ouais. vous arrivez après la contractualisation dès lors Mm. que vous êtes missionné, quand vous êtes sous-traitant, sur une prestation donnée. Donc voilà pour cet indicateur, numéro 1, et le dernier retour qu'on voulait vous faire, c'est sur l'indicateur numéro 4. Alors, il y a peut-être une première chose, vous voyez qu'on ne parle pas de sous-traitance. Ce qui veut dire que même si vous êtes en sous-traitance, vous êtes tenu à avoir toutes les informations. Alors, c'est du bon sens, hein, mais toutes les informations concernant l'analyse du besoin. Sach Donc, sachant juste pour compléter ça, que, si vous êtes sous-traitant, c'est pas forcément vous qui allez réaliser cette partie analyse du besoin, mais par contre, vous devez en disposer. Vous devez mmh, obtenir cette information, de votre donneur d'ordre. alors la particularité, je vous disais tout à l'heure, de cet indicateur, c'est qu'il fait partie des indicateurs qui entraînent une non-conformité majeure de fait. Puisque si l'analyse des besoins n'est pas bien faite, c'est plus difficile. Et le niveau attendu, c'est de démontrer comment le besoin du bénéficiaire est analysé en fonction de la finalité de la prestation. C'est pas quelque chose de standard, c'est vraiment d'analyser en fonction, heu, si c'est de l'action de formation, si c'est enfin il y a tout un tas de particularités.
Et l'idée, c'est qu'en analysant bien le besoin, on peut être plus sûr d'avoir une bonne qualité de prestation derrière. Vous voyez apparaître dans les obligations spécifiques le handicap, qui doit être pris en compte dans l'analyse du besoin. Mmh. Et puis, bien sûr, des obligations aussi pour le CFA et le bilan de compétences. Oui, Voilà, bah, je alors voulais sur le CFA, le bilan de compétences, c'était effectivement déjà dans les anciennes versions du mmh, guide. Pour les prestataires qui accueillent, voilà, des personnes en situation de handicap, l'objectif vraiment, c'est de comprendre, bah, quelles sont les différentes dispositions qui ont pu être mises en place, pour être sûr de recueillir, l'information et puis, de l'analyser. Donc généralement, quand il y a eu des situations, de prise en compte des handicaps, on voit, tout au long du process, comment l'information a été reçue, traitée, analysée. Alors si elle a donné suite ou pas, hein, parce que des fois, bah, il n'y a pas eu forcément de suite, hein, de la part du bénéficiaire. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur le début du process, sur l'analyse du besoin, dès lors qu'il doit avoir normalement prestation derrière. voilà, Des choses c'était Ouais, non, pas de choses à ajouter sur cet indicateur numéro 4. Voilà, on vous a balayé, les 4 principaux, indicateurs, voilà, qui ont donné lieu à des non-conformités chez nous. Je vais juste vous remettre, cette diapo. Je vais remettre l'écran en plus petit, comme ça, si vous souhaitez nous faire un retour ou nous poser des questions, je pourrais les commenter et les voir. Vous n'avez pas la possibilité de parler dans un micro. Par contre, vous avez le chat, à votre disposition. Et je vais regarder. Alors, je vois qu'il y a eu des éléments. Alors, attendez, je regarde ça. Alors, nous avons une première question. Si nous avons effectué plusieurs relances, mais nous n'avons pas obtenu de réponse des bénéficiaires, comment faire? Bah, en fait, heu, alors je vais me remettre quand même sur l'indicateur. Je voudrais pas aller trop loin dans cette on est analyse. sur l'obligation d'avoir prévu comment vous alliez faire les relances et combien de fois. Si le référentiel vous demande pas, d'avoir, 100 de résultats après à Oui. l'impossible. Après, voilà, comme on vous a dit en début de prestation, on ne peut pas vous faire de conseils. Ouais. C'est à vous de trouver, en fait, la méthode la plus pertinente, pour collecter ces informations. C'est à vous de voir en fonction bah, des prestations, de la modalité, par laquelle est dispensée, la prestation, si c'est du présentiel, si c'est du distanciel, le type de public que vous avez en face aussi. Puisque, bah, en fonction de la façon dont est recueillie cette donnée, ça peut conditionner, enfin voilà, le type de public en face peut conditionner, quand on parle par exemple d'éléments dématérialisés, ça peut vous aider. Maintenant, on va pas pouvoir vous dire, bah, quelle est, la bonne méthode puisque en fait, elle est vraiment spécifique à chaque, organisme et puis surtout au public, au type de formation. La durée aussi, de la prestation sur laquelle vous êtes intervenu va conditionner aussi, l'engagement, des différents bénéficiaires à saisir à saisir ces questionnaires. On a un autre retour alors, bon je regarderai l'autre réponse après, mais je vais reboucler encore sur l'indicateur numéro 30 parce qu'on a un autre retour. Bonjour, pour l'indicateur, 30, la Caisse des dépôts et Pôle emploi ne répondent pas. Est-ce que le recueil, des bénéficiaires est suffisant? En fait, ce qu'on vous a dit, c'est que, dans l'indicateur 30, il y a 4 parties prenantes qui sont concernées. Les bénéficiaires, les financeurs, les équipes pédagogiques et les entreprises concernées. Pour, Pôle emploi et la Caisse des dépôts, ça fait partie des financeurs. On sait qu'ils ne répondent pas et comme on vous disait un peu plus tôt dans la présentation avec Pascal, il y a d'autres dispositions, heu, pour, heu pour satisfaire le recueil de ces appréciations. Voilà, regardez bien le nota bene. Peut-être pour ouais, peut-être pour éclairer, Maryline, Oui, la Caisse des dépôts a répondu qu'ils n'étaient pas les financeurs puisque l'argent appartenait aux stagiaires. d'accord. Donc ça peut peut-être répondre à votre, interrogation. Mais faut pas enfin dans tous ces éléments-là, je pense qu'il faut, prendre du recul et faire preuve de bon sens. Ça sert à quoi tout ça?
En fait, quand on audite, et c'est la discussion qu'on a régulièrement avec nos auditeurs, c'est voilà, de trouver le juste milieu entre ce qui est fait, ce que vous collectez comme information, la façon dont vous les exploitez. Pour les recueils, on sait que c'est compliqué. La première question concernait un peu un taux de retour. On sait qu'il n'y a pas forcément un taux de retour de 100%, c'est impossible, surtout en fonction du volume que vous avez en face de bénéficiaires. Donc ça, au niveau des auditeurs, on essaie d'être assez pragmatique et c'est le message que je fais passer aussi à mes équipes, de façon à avoir des résultats qui sont cohérents et exploitables. On avait un autre retour, alors qui ne concerne pas ces indicateurs, enfin les indicateurs qu'on a présentés. Par contre, on avait un retour d'un auditeur qui nous dit qu'il constate aussi pas mal de non-conformités concernant les indicateurs de veille, notamment le 23 et le 25. Alors, je vais juste reprendre les intitulés sur le 23 et le 25. 23, c'est veille légale et réglementaire sur l'organisme Ouais, de formation. Je partage, mais oui, en exact. proportion beaucoup moins Mm, que sur les autres, au moins chez nous. Et le ouais, 23 plus que le 24, c'est rare qu'il y ait des difficultés. Le 24, c'est la veille sur le métier. En oui, général, ils connaissent leur métier, mais j'en ai oui. vu aussi Oui, en fait, généralement, voilà, le 24, ils sont très souvent très à l'aise parce que c'est la partie technique, en fait. C'est la partie technique sur leur métier. métier. Voilà, sur le 23, effectivement, des fois, on a un peu des manquements parce que l'organisme va plutôt se positionner en tant qu'expert et on peut avoir des échanges avec des organismes. Enfin, voilà, moi, j'ai déjà entendu des organismes nous dire ah, mais c'est pas mon métier, la formation. Parce que en fait, on va dire les 3/4 de leur activité n'est pas de la formation. Pour autant, la formation est quand même cadrée, il y a des exigences, Calliope en fait partie. Donc, je vous rejoins sur le fait, voilà, qu'il y a besoin de cette veille, comme tout simplement déjà la prise en compte du nouveau référentiel. Ça en fait partie, hein. Heu, je suis encore pas étonnée des fois aujourd'hui d'entendre, des clients, recevoir, l'auditeur et répondre à la question de vous avez bien pris en compte le dernier référentiel? Non. Enfin, non, ils n'ont pas relu le référentiel, alors qu'il est quand même passé en V8, V9 en très peu de temps cette année, qu'il y a eu aussi beaucoup de publications d'arrêtés ministériels, comme par exemple sur la sous-traitance, avec le CPF. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'actualités depuis que Calliope, alors il y a toujours eu de l'actualité, mais en tout cas depuis Calliope, il y a quand même une actualité qui est assez forte. Mmh. Et sur le 25, c'est souvent un peu plus dur d'avoir des éléments sur, notamment les innovations, pédagogiques, enfin sur les modalités, les nouvelles méthodes, pour faire passer un message. Certains, voilà, en sont plus ou moins, conscients. Certains restent, sur des méthodes, qui ont fait leurs preuves et pour lesquelles ils se sentent à l'aise. Pour autant, voilà, il faut quand même se tenir au courant, exploiter ces données-là. Après, libre à l'organisme de les mettre en œuvre ou pas en fonction, de sa stratégie, des publics, qu'ils ont en face, des besoins aussi du métier. Oui, voilà, votre retour plutôt de l'indicateur, enfin de la non-conformité sur l'indicateur 23, veille de l'organisme, et le 25 sur la partie pédagogique. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres retours. On a balayé, hein, les différents retours qu'il y avait dans le chat. Pascal, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les non-conformités? Non, rien de particulier. Bien sûr, il y en a, sur tous les indicateurs. Vous voyez, on n'a pas un Oui, indicateur sans non-conformité, mais voilà, c'est pas, oui. Alors moi je mettrais juste, alors c'est pas lié avec, le nombre de non-conformités, mais moi je mettrais juste en avant pour ceux qui passent, prochainement leur audit de renouvellement ou qui viennent juste de le passer, attention, au traitement, alors par un plan d'action pour les non-conformités mineures et pour les non-conformités majeures, mmh, par un plan d'action plus des preuves, avant échéance de votre certificat. Sur les audits de renouvellement, la prise de décision pour l'édition d'un nouveau certificat,
doit être fait dans les temps et avant l'échéance. Sinon, vous avez un risque de rupture entre les 2 certificats. Donc attention, quand vous passez un audit de renouvellement, par exemple, 2 mois, voire 1 mois avant l'échéance de votre certificat, il faudra que vous communiquiez tous les éléments à votre auditeur pour qu'il le donne à votre organisme certificateur. Que ça soit chez nous ou chez un autre organisme certificateur, c'est la même méthodologie puisqu'on est tous cadrés par les mêmes règles qu'OFRAC. Donc voilà, il faut avoir tous les éléments en temps et en heure pour pouvoir étudier les différentes non-conformités. Donc je vous rappelle, pour les non-conformités mineures, uniquement un plan d'action avec une mise en œuvre sous 6 mois maximum. Et pour les non-conformités majeures, un plan d'action plus des preuves de correction pour vérifier que la non-conformité a bien été traitée. On a une autre question sur l'indicateur 13 concernant les actions de formation qui comportent une période de stage, d'immersion professionnelle et qui ne sont pas pour autant des formations par apprentissage ni des contrats pro. Oui, il y en a, La bien des sûr. non-conformités? Des non-conformités, il y en a un peu, mais c'est pas très fréquent. En proportion, l'indicateur 13, il n'est pas non plus très, fréquemment, fréquemment, pris en compte, enfin, utilisé dans les organismes. Et donc du coup, la question? J'ai rien de plus sur la question. Qu'en est-il? Si Qu'en c'est est-il sur le si c'est le 13? volume, vous le voyez dans le tableau, il y en a très peu, mais il y a aussi très peu qui répondent à cet indicateur-là parce que c'est quand même, C'est un indicateur, oui, où il y a peu d'organismes qui sont concernés. je ne sais pas si c'était ça la question. Je sais pas si vous voulez préciser la question, on y répondra. Je suis pas sûre d'avoir bien compris non plus la question. Dans tous les cas, voilà, on Si vous la fera question c'est ouais. est-ce que ça concerne aussi, des stages demandeurs d'emploi, qui sont faits et quoique c'est avec l'entreprise, entre une sorte de formation et l'entreprise, ouais. Des stages qui sont à faire dans une entreprise, dans le cadre, d'une formation et qui sont prévus dans la convention, la réponse est oui. Ils font aussi partie heu, des organismes, concernés par cet indicateur 13. Je ne sais pas si c'était ça. Je pense qu'il y aura une clarification. Je regarde le chat, Ouais. c'est pour ça, je pense qu'il y aura une clarification sur la question. Est-ce que pour les OF, dans ce cas-là, l'application du 13 est évidente? Dès lors qu'il va avoir, dès lors que le stagiaire, dès lors que l'apprenant va sortir de l'organisme de formation, mais qui reste dans le cadre de sa formation, du coup, c'est une formation. Attendez, je vais juste reprendre les termes. Démontrer le niveau attendu, on ne va pas Mm, pouvoir aller plus loin, mais dans le niveau oui, attendu, c'est démontrer que les principes de la pédagogie de l'alternance sont mis en œuvre grâce à un processus formalisé d'articulation itérative entre le centre de formation et l'entreprise. Vous êtes demandeur d'emploi, vous avez un stage à faire dans l'entreprise, oui, il faut qu'il y ait entre les deux une progressivité des apprentissages. et vous êtes concerné du coup par Oui, l'indicateur vous numéro êtes 13. concerné. Je pense que c'est surtout ça la question, c'est d'être sûr que les stages font partie de l'indicateur 13. Tout ce qui est dans la convention. Et on déborde, Marine. Oui, non, voilà, mais oui, effectivement, quand il y a des stages, ça fait partie de cet indicateur numéro 13. Je pense que la réponse était claire. J'ai eu le retour dans le chat. Voilà pour la présentation qu'on pouvait en faire. On va vous mettre à disposition ce replay. Vous aurez également le support de la présentation. J'attends encore quelques minutes, on a encore un petit peu de temps. Je vois qu'il y a encore quelqu'un qui est en train de saisir un point Est-ce dans le que chat. est-ce qu'on pourrait aussi peut-être vous demander, s'il y a une thématique, alors dans la mesure où on pourrait la traiter, qui pourrait vous intéresser dans les webinaires qu'on Ah, propose? pour un prochain webinaire, oui. Je laisse un petit peu de temps dans le chat. J'ai pas de retour particulier, Pascal.
Sur les thématiques? Bon. Bah, j'attends de voir Mais s'il y a des c'était au cas où. retours. Ouais. Voilà. Non, j'ai pas de retour particulier. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou même voilà, s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde en webinaire, puisque je vous rappelle que ces webinaires, ils sont gratuits. On en anime un par mois sur des thématiques spécifiques ou des fois plus générales en fonction de l'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. J'attends encore les 2 petites minutes. Je vois qu'il y a encore des personnes qui écrivent dans le chat. Je ne sais pas si c'est pour nous remercier ou si c'est encore des questions. Bon voilà, je pense non, mais c'est bon, je pense que c'est plus pour nous remercier de cette présentation. Voilà, on va vous mettre très prochainement toutes les informations à disposition. Je vous remercie de votre participation. Oui, le replay sera à disposition sur notre chaîne YouTube comme tous les autres replays et le support de cette présentation sur notre site internet. Vous pouvez accéder au lien direct vers la chaîne YouTube à partir de notre site internet aussi. Voilà, les derniers retours. Merci à tous. Merci à tous et puis bonne journée. Et puis à très vite pour ceux qui sont en audit prochainement. Au revoir. Au revoir.